Bienvenue sur Génération Remote, le podcast qui vous partage les bonnes pratiques du télétravail. Je m'appelle Xavier Coiffard et tous les 15 jours je reçois des entrepreneurs, des managers et des digital nomades qui me partagent leur retour d'expérience sur le remote. Dans chaque épisode, des bonnes pratiques et des conseils par ceux qui le vivent au quotidien. Si ce podcast vous plaît, partagez-le et abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vous laisse avec l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Thomas Simon. Salut Thomas, en fait, t'es la première personne du podcast à revenir une deuxième fois. T'étais déjà venu il y a presque 1 an et demi pour l'épisode 18 où tu nous parlais de culture et de télétravail. D'ailleurs, évidemment, si vous n'avez pas encore entendu l'épisode 18, allez écouter. Boon Manager est une boîte hyper intéressante en termes de culture et je pense que de toutes les personnes que j'ai interrogées, c'est probablement l'entreprise qui fait le plus d'efforts en termes de culture et de mise en place de systèmes pour que l'inclusion et la culture de l'entreprise soient là, même en full remote. Mais aujourd'hui, on va parler d'onboarding. Donc ouais, salut Thomas, re-bienvenue sur le podcast. Super content de t'avoir une deuxième fois. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui n'ont pas encore entendu l'épisode 18 ? Salut Xavier. Déjà, ça me fait super plaisir de revenir. C'était une belle expérience et je suis très content d'être là. Moi, je suis Thomas Simon. Du coup, on m'appelle Panda. Je travaille pour Boon Manager, qui est un éditeur de RP en SaaS, où on est 100% télétravail. La dernière fois où on était venu, il me semble qu'on était une trentaine. Aujourd'hui, on est 75. Donc, l'entreprise a bien évolué. La dernière fois que je suis venu, j'étais développeur pour Boon Manager. Aujourd'hui, je suis responsable d'un service d'onboarding et de montée en compétences des techs chez Boon Manager. Et voilà, je vais vous parler un petit peu de comment nous on fonctionne de ce côté-là. Ouais, c'est cool. En fait, tu m'as contacté il y a quelques semaines pour me dire tiens Xavier, je repasserai bien sur le podcast pour te parler d'onboarding parce qu'on a eu des sujets et sur l'onboarding et on a pas mal évolué sur tout ça. Et ça tombe bien parce que l'onboarding est un sujet sur le podcast qui est relativement peu abordé en profondeur. On en parle souvent comme étant quelque chose de difficile à mettre en place, d'autant plus en remote, d'autant plus pour certains types de salariés, pardon. Je pense notamment aux juniors. Mais c'est jamais quelque chose qu'on a vraiment été chercher vraiment en détail. Et du coup, faire un épisode spécial onboarding, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous faire une espèce d'aperçu global de comment ça se passe un onboarding chez vous? Et puis peut-être après, on ira dans le détail petit à petit. Ouais, ça marche. Bah déjà, il faut savoir qu'il y a à peu près 1 an et demi où on s'est vraiment penché sur l'onboarding à fond chez Boon Manager. Après, en fait, comme tu l'as dit en début de podcast, on a une culture d'entreprise qui est très forte. Et on s'est rendu compte que c'était pas tout le temps facile en full remote de rentrer dans cette espèce d'énergie et tout. Et peut-être on a eu quelques échecs d'onboarding, du coup, qui sont transformés en échecs de recrutement, où je me suis dit, c'est un peu frustrant parce que il y avait probablement mieux à faire. Donc on s'est penché dessus. Et aujourd'hui, on a mis en place tout un système d'onboarding qui nous a permis récemment d'ailleurs de gagner le trophée championnat de France d'onboarding organisé par MyRH. Donc on est assez fiers de cet onboarding. Alors l'onboarding, il va se passer en plusieurs phases. Dans la première phase, une fois que le recrutement il va être fait, il va déjà y avoir un entretien avec moi pour que je découvre la personne humainement. Alors si c'est un tech, je l'aurais déjà vu en entretien d'embauche, mais si c'est pas un tech, je l'aurais pas encore rencontré. Donc je vais avoir un entretien d'1 heure avec cette personne où je vais discuter avec elle. Et l'idée, en fait, ça va être de lui trouver un parrain chez Boond qui va pas être dans son équipe, qui va être quelqu'un dans une autre équipe, donc quelqu'un loin de son métier, mais qui va lui permettre de découvrir un petit peu toute cette énergie qu'il y a dans la boîte, comment on fonctionne, toute la culture, et qui va vraiment l'intégrer d'un point de vue entreprise et pas du tout d'un point de vue métier. Donc je vais essayer de trouver quelqu'un qui a où je sens un feeling, où je sens qu'ils vont avoir des atomes crochus, des passions en commun, des choses comme ça qui va leur permettre de bien fonctionner ensemble. Donc ça commence comme ça. Je lui trouve un parrain et il va l'accompagner rapidement. Ensuite, on va lui envoyer un book qui est fait par Lucie, qui fait un travail incroyable là-dessus, qui va lui expliquer toute la culture d'entreprise, qui va lui donner un peu l'organigramme de la société, qui va lui expliquer qui est son parrain et comment ça fonctionne, etc. Donc la personne va avoir tout un book comme ça, un petit livret d'accueil où il y a toutes les informations importantes qui vont lui permettre de bien comprendre le fonctionnement. Le parrain, il va commencer à prendre contact avant l'arrivée de la personne chez nous, en amont. Ils vont échanger sur LinkedIn. S'ils sont dans la même région, ils vont aller se boire un café, etc., etc. Comme ça, le premier jour où on arrive, on est nickel.
Ensuite, s'il y a un séminaire d'organiser proche de la date d'embauche de la personne, cette personne vient en séminaire. C'est très souvent même que les gens commencent par un séminaire. Leur premier jour d'embauche, c'est le séminaire d'entreprise. Donc, ça leur permet de tout de suite rentrer dedans, et d'où l'intérêt du parrain aussi, pour que la personne ait quelqu'un avec qui elle ait déjà échangé et que ça soit plus facile. Une fois que ça c'est fait, on va pendant toute la première semaine d'embauche organiser plusieurs sessions un peu vie ma vie. C'est-à-dire qu'ils vont aller faire des sessions avec les formateurs, par exemple sur le logiciel. Ils vont faire aussi des sessions avec les commerciaux de présentation du logiciel, comment il fonctionne. Ils vont passer dans toutes les équipes. Donc le parrain va accompagner le nouveau dans toutes ses équipes. Il va aussi l'accompagner sur les différentes réunions, sur les différents petits ateliers qu'on a à côté. Tu sais, on en avait parlé dans le premier podcast, mais on a un goûter le mercredi, on a du yoga, on a du crossfit, on a plein de petits mouvements comme ça. Ce que j'ai oublié de parler, c'est qu'on a une radio interne d'entreprise, et qu'avant l'arrivée, la personne fait une petite présentation d'1 minute qu'on va diffuser sur la radio de l'entreprise. Du coup, tout le monde va avoir un petit peu la présentation, va entendre cette personne parler, va un peu s'imprégner aussi de son énergie et de sa façon de fonctionner. Donc quand elle va arriver, toutes les équipes connaissent la personne un petit peu, en ont déjà entendu parler au moins, c'est pas quelqu'un qui est totalement abandonné. Ensuite, elle va arriver dans l'entreprise, comme je t'ai dit, elle va faire toutes ses sessions. Et puis là, elle va commencer à travailler. Pour comprendre le logiciel, on a organisé ce qu'on l'appelait un Boon Game fonctionnel. Donc, Boon pour le nom de l'entreprise et jeu. En fait, via une espèce de petit jeu, on va mettre le nouveau salarié comme un de nos clients. Et il va avoir plein de tâches à résoudre comme ça pour apprendre à utiliser le logiciel. Et puis il va faire des petites sessions avec Mylène qui s'occupe de la formation interne chez nous et qui va lui corriger ces petits exercices, et il va avoir une montée en compétences comme ça au moins sur le logiciel pour avoir un onboarding aussi technique, fonctionnel en tout cas sur le logiciel. Ok. Voilà. Et puis après sur la partie technique, moi je fais la même chose avec les techs pour bien les onboarder. Et puis je pense que j'ai rien oublié. On a aussi, on a une petite Boonder Maps qu'on a mis en place, c'est-à-dire que la personne elle a une map type Google avec des petites pings de tous les salariés de Boon, parce que vous savez on est répartis dans toute la France, voire même un petit peu sur les frontières, et du coup elle peut voir s'il y a des gens qui habitent à côté de chez elle, etc. Ok. C'est intéressant de dissocier. Enfin, il y a plein de trucs intéressants. En fait, on va essayer de reprendre dans le détail. La première chose, je pense, c'est le côté dissocier la boîte et le métier. On en avait déjà parlé. J'avais fait un épisode encore en 2022, je crois. Épisode numéro 16 avec Daniel Castronovo qui était chez YouSign. Et donc, on parlait de recrutement essentiellement, mais on avait parlé un peu d'onboarding, et il disait que justement, l'onboarding était d'abord un onboarding dans l'entreprise, en fait, où la nouvelle personne ne vient pas vraiment pour bosser, mais plus pour comprendre un peu comment ça fonctionne, dans quelle boîte est-ce qu'elle est arrivée, etc., etc. Et puis ensuite, elle avait une onboarding tech. On parlait de tech parce que Daniel est un DevOps qui durait assez longtemps. Donc déjà intéressant de voir que vous faites la même chose, en fait, que vous faites d'abord connaissance avec la boîte et puis ensuite la tech. Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée de combien de temps ça dure l'onboarding entreprise, on va dire? Ça dure parce que ça dure une semaine, c'est ça? Un peu plus? Un peu plus d'une semaine, je pense, pour bien rentrer dans la culture. Après, le parrain fait un travail incroyable puisqu'il va la contacter, va lui expliquer. On a plein d'entretiens aussi la première semaine. Ils ont beaucoup de calls la première semaine, mais ils vont rencontrer le directeur commercial pour voir un petit peu comment on fonctionne aussi, quels sont nos concurrents. On va rencontrer le jeudi matin de la semaine d'arrivée, on fait un café d'entreprise avec tout le monde qui vient. Alors ça commence un petit peu avant l'heure d'embauche parce que nos commerciaux et surtout nos formateurs ont parfois des sessions dès 9h. Donc on est un petit peu avant 9h, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, mais on a un espèce de café avec tout le monde comme ça. Donc voilà, pendant une semaine et demie, parfois 2 semaines. Après ça dépend aussi de la personne, il y en a qui ont besoin un peu plus de temps pour s'intégrer à la culture d'entreprise, mais on est sur ces créneaux-là. Ok. Alors le coût du parrain ou le fait de mettre quelqu'un en parrainage, c'est vraiment génial, je pense. C'est vraiment, j'imagine, une des clés pour avoir un onboarding réussi, c'est d'avoir quelqu'un qui te prend par la main, entre guillemets, qui vient te faire découvrir, comme ça c'est plus simple et puis tu as un référent. Une question que je me pose et que j'avais déjà posé la question à Daniel à l'époque, je me rappelle. Là, tu disais que vous étiez passé en 1 an et demi de 30 à 70, donc ça veut dire que vous avez onboardé une quarantaine de personnes. Ouais. Daniel à l'époque, pareil, ils étaient en recrutement très très fort et en forte croissance. Et du coup, la question que je m'étais posée à l'époque et que du coup je vais te reposer, c'est
Mais du coup, les parrains, ils arrivent à bosser quand même parce que Ouais. tu vois, si tu prends 2 semaines d'onboarding entreprise plus après l'onboarding tech dont on va parler, ça fait quand même pas mal de temps dédié aux nouveaux en fait. Ouais, bah après ils ont pas ils les voient pas pendant 7 heures par jour quoi. Ils vont avoir un petit call avec eux vraiment très régulièrement, mais ça va dépendre de la personne aussi, comment on la sent. Puis faut pas oublier que le parrain c'est aussi un excellent indicateur pour détecter quand ça va pas ou quand Ouais, ça va aussi, quand la personne s'intègre facilement. Il y a des personnes, elles sont très faciles à onboarder, on va pas se mentir, d'un point de vue culture d'entreprise, il y en a, ils arrivent et au bout de 2 jours, on a l'impression qu'ils sont là depuis super longtemps. ok, Parce que comme la culture est forte, je pense que certaines personnalités s'y intègrent ultra facilement. Et puis il y en a d'autres, c'est vraiment beaucoup plus difficile pour eux. Et du coup, là, le parrain va avoir un peu plus de travail, effectivement. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est que les parrains soient très présents lors des séminaires. Vraiment, je pense que c'est un ok. moment très important dans notre culture d'entreprise et on a vraiment envie qu'ils s'intègrent bien. Et c'est pas facile quand tu arrives qu'il y a 70 personnes que tu connais pas, Ouais. qu'il y a des fortes personnalités aussi dans la boîte qui prennent parfois beaucoup de place, qui font beaucoup de bruit. On va pas se mentir. Et du coup, bah, il y a des gens un peu plus timides et c'est important de les ramener aussi avec nous et qui s'amusent et qui comprennent qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, Ok. c'est là, Vous- mais honnêtement, pas tant que ça, pas tant de temps que ça. Ok. Pour resituer un petit peu, vous faites des séminaires tous les combien? On fait 3 séminaires par an, Ok. un à l'étranger et 2 en France. Ok. Et ça dure combien de temps? Ça dure alors c'est du mercredi au vendredi soir, parfois le samedi quand on va à l'étranger, Ok. notamment. Et puis on a une demi-journée de travail et puis le reste on est sur des activités extérieures ou juste de la détente, discussion, etc. Ok. Ok. Euh, ouais, je comprends assez bien l'idée enfin, ce que tu dis là sur la culture d'entreprise qui peut être assez intimidante. C'est vrai que quand moi j'ai fait le podcast à l'époque pour t'interroger sur la culture, effectivement, il y a beaucoup de choses. Tu sens qu'il y a une grosse ambiance, ou tu vois, Ouais. comment dire, une bonne ambiance entre les gens, et que les gens sont tous à peu près sur le même état d'esprit. Et tu te dis en fait, moi je me suis dit à l'époque, si t'es pas complètement dans cet état d'esprit-là, ça va pas être forcément facile de rentrer parce que c'est que des gens qui, tu vois, qui se connaissent depuis longtemps, etc. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donnait Ouais. quand t'en parlais. Et je comprends que ça puisse faire peur à certains ou que certains aient du mal à rentrer, etc. Quoi. C'est une des questions que j'ai souvent en entretien de pré-embauche. Il y a beaucoup de questions sur le séminaire parce que c'est vrai on en parle beaucoup parce que c'est vraiment important pour nous. Et puis on est une bande de copains qui se retrouvent. On est quasiment tous dans les mêmes âges, Ouais, ce qui fait qu'il y a aussi quelque chose qui fonctionne assez bien. ouais, Mais ce que je leur explique, c'est qu'on a de tout. Quand je dis on a de tout, on a des gens qui vont se poser, qui vont faire du jeu de rôle, du jeu de société. Il y en a d'autres qui vont passer une après-midi dans des canapes à discuter. Il y en a d'autres qui vont passer toute la journée dans la piscine ou au sauna. Enfin, on a plein d'énergies différentes et ça n'empêche pas qu'on est tous regroupés très souvent et qu'on s'amuse tous ensemble, mais il y a vraiment de la place pour tout le monde en fait. Bah, quand t'es 70, c'est important. ouais, J'allais dire, on n'est pas une célèbre marque de nourriture rapide, mais venez comme vous êtes, c'est vraiment un peu notre créneau et on intègre. Non, mais c'est vrai, et on intègre tout le monde de cette façon-là. Ce qui est plus difficile, c'est si la personne se met elle-même à l'écart et c'est pour ça que le ouais. parrain est important dans ces cas-là pour lui dire regarde, on est d'autres et c'est aussi pour ça que je pense que mon travail en amont est important pour trouver la personne qui pourrait avoir aussi la même dynamique qu'elle dans ces moments-là en fait. Euh, c'est un truc que vous regardez ou vous évaluez pendant le recrutement également? Aussi, ouais, bah en fait chez Boond, le recrutement, je dirais que la partie humaine c'est facilement 40% de l'embauche. Ok, C'est super important, vraiment très très important. C'est-à-dire que tu peux être très très bon techniquement et ne pas rentrer chez Boone parce que humainement, il y a un truc qu'on sent pas où on sent que l'énergie ça va pas être la même que nous. On veut garder cet aspect familial de toute façon. On a réussi à le garder pour l'instant. On était 15 quand je suis arrivé chez Boone. Aujourd'hui, on est plus de 70 et on a réussi à garder cette énergie-là. Donc on y met beaucoup d'énergie ouais, justement pour la garder. Mais par contre, bon, tu peux pas venir chez nous si t'es pas bon, même si t'es très sympa. Mais euh, mais ouais, ça l'inverse suffit est pas. vrai aussi quoi. Ouais, c'est pas suffisant quoi, d'être Mm. juste sympa. Ouais, bah c'est important par contre. C'est-à-dire Ouais, que je comprends. parfois il nous arrive de pas prendre des gens parce qu'on se dit ça va pas matcher avec l'énergie qu'on a quoi. Ouais, ok. Euh, sur le, j'ai relevé aussi que vous aviez créé un espèce de petit document papier, un book Ouais. sur l'onboarding. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il y a dedans Ouais, et... il va y avoir la présentation de toutes les équipes,
un petit peu ce qu'ils font. Tu sais, chez nous, on a les BA pour les boons d'ambassadeurs qui sont nos commerciaux, on a les BC pour les boon coach qui sont nos formateurs, les BB pour les boon builders qui sont nos tech. Et à l'intérieur de ces équipes, tu vas avoir plein d'autres équipes. Donc c'est vrai que quand tu arrives, tu entends ces mots-là, mais c'est un peu compliqué. Donc là-dedans, tu vas voir tout ça qui va être expliqué. On va te parler des séminaires, on va te parler de la Boon Radio, qui est notre radio d'entreprise qui fait des podcasts externes et internes. En donnant un peu des liens pour que la personne puisse aussi aller découvrir un peu les gens qui sont chez Boon. On va t'expliquer tous nos petits ateliers, tous nos petits moments qu'on a à nous, comme le goûter, comme le yoga, comme tout ça, pour expliquer comment ça fonctionne. On va te parler de ton parrain, évidemment, et puis voilà, on va t'expliquer aussi le rituel qui est le premier vendredi du mois, on est tous ensemble, comment ça fonctionne. Enfin, on va te donner un maximum d'informations pour que tu sois pas perdu à ton arrivée, quoi. Ok. Là, tu disais tout à l'heure que toi, du coup, tu es tech, donc c'est toi qui fais l'onboarding des tech. Est-ce que l'onboarding des autres corps de métier est vraiment différent? Et quel est l'onboarding qui est le plus compliqué, on va dire, ou le plus long? Bah, en fait, dans la partie entreprise, c'est moi qui m'en occupe pour tous et c'est le même onboarding. C'est-à-dire que la culture d'entreprise, et en plus, je fais exprès d'aller mettre des parrains, comme je te disais, d'autres équipes pour vraiment resserrer un peu tout ça. Et ça, c'est le même pour tout le monde. Ça, c'est hyper important, ça. Ouais, en fait, souvent, on me dit, mais pourquoi t'as pas mis un tech parce qu'ils sont tech, ils auraient eu Non, je préfère qu'il aille voir un peu des formatrices ou des formateurs, des commerciaux, pour que vraiment on ait cet échange. On reste une société. D'ailleurs, en séminaire, les équipes, elles explosent complètement, quoi. Tout le monde est mélangé et il y a plus ça. Après, sur l'onboarding qui va être plus technique, je sais pas si c'est pas plus long. En tout cas, c'est différent. C'est-à-dire qu'un formateur, il va avoir beaucoup de sessions de formation sur le logiciel, de monter en compétences logicielles pures. Moi, ça va du côté tech, ça va dépendre de l'équipe qui va rejoindre. On n'est pas sur le même type d'onboarding sur un DevOps côté infra que sur un dev pour la team feature et développement, quoi. Donc, on va avoir des choses un peu différentes. La seule chose qu'on me demande à moi, c'est que quand la personne sort de chez moi, entre guillemets, parce que moi, je suis pas son manager. On va plutôt dire j'allais dire son pote. Je suis plutôt le mec qui va l'aider à réussir ses objectifs d'arrivée et qui va tout faire en sorte pour qu'il soit bien le plus vite possible. Mais quand moi je dis c'est bon, c'est-à-dire qu'il arrive dans son équipe, il est capable de travailler. Il connaît notre fonctionnement, il connaît notre code, il a déjà fait des devs sur notre code, il a déjà vu tout le process, il est prêt à travailler. Son manager le récupère, nickel. Ça, c'est mon objectif. Et du coup, ça dure combien de temps, l'onboarding vraiment métier, on va dire? Alors, l'onboarding, il va durer, nous, du côté tech, il va durer un minimum de 1 mois et demi, parfois 2 mois selon les personnes. Voilà, 1 mois et demi, 2 mois, on va dire. Et comment est-ce que c'est organisé? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que du coup, il a un espèce de deuxième parrain au sein de l'équipe tech à laquelle il va être intégré, qui lui montre les choses et qui le prend un peu par la main sur toutes les dimensions du métier? Ou est-ce que Alors, il va avoir un espèce de mentor technique à qui il peut poser un peu des questions, mais c'est moi qui vais quand même organiser toute la partie technique. C'est-à-dire que j'allais dire fait, mais c'est pas moi qui l'ai fait à la base, mais en tout cas je l'ai fait évoluer. On a un petit jeu technique, c'est-à-dire un petit développement qui va jamais être mis en prod, qui va lui permettre via un cahier des charges, qui va lui permettre de monter en compétences techniquement et de faire son premier développement. On a plein de sessions de formation. J'organise des demi-journées de pair programming. Je l'envoie aussi en formation avec des formateurs et des clients pour qu'ils voient un peu comment les formateurs forment les clients, mais monter aussi en compétences sur le logiciel en lui-même. Et après, on va lui faire développer ce qu'on appelle des featurettes. C'est-à-dire qu'il va faire des petits développements qui vont être mis en prod, mais à usage interne. C'est pour nos équipes internes. On a souvent, vous savez, je pense dans toutes les boîtes, on a ça, des petits développements qu'on prend pas le temps de faire. Parce que c'est que pour nous, parce que ça rapporte pas tout de suite de l'argent et on les fait jamais. Et ben, nous, on les fait grâce au nouveau, dans mon service. Ça permet de former, ça permet de produire quelque chose. La personne est contente. En plus, elle reçoit tout de suite plein de love parce que forcément, ça fait plaisir aux équipes qui vont le recevoir. Donc, c'est tout de suite ultra cool. Et on a vraiment de la qualité dessus. On a un apprenti en QA qui va faire tous les tests auto et manuels sur la featurette. On a tout ce qui va bien pour que la personne ait un process complet de montée en compétences. Dans cette montée en compétences aussi, je vais demander à la personne de me présenter le code comme si moi j'étais un nouveau. Comme ça va me permettre de voir ce qu'elle a compris, ce qu'elle n'a pas compris, de lui poser des questions et de faire des choses comme ça. Donc on a tout un process comme ça. Et puis j'ai mis en place aussi des petits ateliers, c'est 2 par mois, où on a des gens qui viennent soit présenter leur métier, soit présenter du code, soit parler
d'un truc qu'ils ont vu sur Internet qui les passionne. Voilà, on a des petits ateliers techniques comme ça régulièrement toute l'année. Ok. Ok, c'est hyper intéressant parce que j'ai pas été beaucoup salarié dans ma vie, mais les quelques fois où j'ai été salarié, l'onboarding s'est pas du tout passé comme ça en fait. Enfin, moi c'était vraiment salut, comment tu t'appelles? Très bien, on boit un café, on discute 10 minutes, et Et après tu y c'était vas, bon quoi. bah ouais c'est ça, tu bosses sur telle feature et il faut que ce soit prêt dans 2 semaines. Merci Mm. quoi. Mais on faisait ça aussi, mais en vrai, ça marche parfois, mais parfois Ouais, on a de l'échec. Et on se disait, et du coup, l'onboarding, au final, il est plus long. Parce que comme tu as de l'échec, c'est pas parfait, tu remets sur une feature. Alors qu'en fait, là, ok, moi, on m'a délégué à ça et je suis investi à 100% sur cet onboarding quand on a des nouveaux. Quand on n'en a pas, j'ai d'autres tâches, évidemment, mais quand on a des nouveaux, je suis 100% là-dessus. Mais au moins, au bout d'un mois et demi, 2 mois, la personne, elle est prête à travailler parce que ils ont eu quelqu'un dédié avec des outils, avec des exercices, avec et du coup, tout de suite, c'est bon. Et ça peut nous arriver aussi parfois de se rendre compte que la personne techniquement ça va pas ou qu'il y a un truc qui marche pas. Et du ouais, coup, on détecte plus vite aussi peut-être une erreur de recrutement. Il y en a très ouais. très peu, heureusement, mais ça peut aussi être dans ce cas-là. Donc ce moment-là, il permet vraiment. Et puis honnêtement, ça libère le manager. Alors, le manager, il s'occupe de son équipe et du coup, il n'a pas toute cette partie formation, Hmm. etc. Et ça arrive où on est prêt. Ok. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça rationalise un petit peu le coût de ton embauche presque. Hmm, En gros, un embauche chez vous, c'est le temps de recrutement plus 2 mois, quoi. Donc, c'est tu ça. arrives à chiffrer ça facilement. Ok, c'est intéressant. Est-ce que vous avez des mesures? Est-ce que vous avez des KPI qui vous permettent de savoir quand l'onboarding est terminé? Est-ce que tout ça est, toi, comment dire, rationalisé, ou est-ce que c'est plus au feeling ou Alors il y a un peu les deux, c'est-à-dire que c'est surtout au feeling quand même, on va pas se mentir, mais ce qu'on fait en fait, ce que je fais avec les managers de chaque équipe, c'est qu'on définit une grille d'objectifs par mois. Donc premier mois, deuxième mois, troisième mois pour la personne, et tous les mois on fait un bilan ensemble. Donc moi je suis là plutôt en mode j'ai suivi la personne, je sais ce qu'elle a fait, mais il y a aussi son manager qui est là pour voir un petit peu où on en est dans les objectifs. Il nous arrive de les redéfinir parce que la personne est très en avance ou un peu en retard et on les redéfinit, mais ça nous permet comme ça pendant toute la période d'essai de la personne, on va même plus loin que le simple onboarding, on va vraiment jusqu'à la fin de la période d'essai de Ok, pouvoir définir comme ça quels sont les objectifs réussis ou pas et de pouvoir en fait la personne elle est moins inquiète aussi. Moi mon objectif, alors c'est mon côté un peu prépa mental parce que j'ai une certification prépa mentale, mais mon objectif c'est que la personne elle ait des bons objectifs qui soient pas trop faciles mais pas trop difficiles non plus, qui soient motivants pour qu'elle soit motivée et qu'elle sache où elle en est. On s'est rendu compte avant que nos onboarding, les gens ils étaient très inquiets pendant la période d'essai parce que on a rarement des retours précis sur ce qu'on fait. Bah ouais, là l'objectif de ces objectifs c'est d'avoir vraiment un ok. cadre pour les personnes qui arrivent. Et la période d'essai, elle dure 6 mois chez vous? Alors la période d'essai elle dure 4 mois reconductible. Et du coup, est-ce que les objectifs sont publics, ou je veux dire, est-ce que les autres membres de l'équipe peuvent les consulter, ou c'est vraiment individuel pour Non, que... c'est individuel. Après, au final, dans une team, ils ont en général les mêmes. Ok, Parfois, ils sont réadaptés parce qu'on s'est rendu compte que sur le précédent, c'était un peu trop facile le mois 1 ou pas assez complet sur certains points, donc on les modifie. Mais au final, par contre, les fiches d'objectifs avec les commentaires de chacun, parce que ça, c'est notre DRH qui l'a mis en place, Jean-Florian, que je salue. C'est-à-dire qu'on a plusieurs cases, donc on a les objectifs au bout. Et puis, en fait, la personne va pouvoir dire bah, quelles sont les choses qui me sont arrivées que j'ai trouvé cool, quelles sont les choses qui étaient pas cool, quels sont les faits marquants. Et puis le manager, il va faire pareil. Et je vais faire pareil. C'est-à-dire que nous, on va mettre bah, ok, qu'est-ce qui est trop bien et qu'est-ce qui est à améliorer. Du coup, la personne, elle sort de son entretien mensuel, elle sait exactement où elle en est. Et puis c'était important aussi pour notre DRH parce que notre DRH, il tient à ça, il tient à ce que si jamais on reconduit une période d'essai, eh ben on sache vraiment pourquoi. C'est-à-dire c'est pas le doigt levé à lui, on va le reconduire. Non, là il y a eu des objectifs, ils n'ont pas été remplis, on prolonge pour essayer de les remplir, on les réadapte et on travaille dessus. Les ok. objectifs ont tous été atteints, bah on est content, bah c'est fini, let's go, on y va quoi. Ok, ça c'est intéressant aussi parce qu'il y a, pareil, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises où la période d'essai est reconduite de base, et personne ne sait vraiment pourquoi. On Juste, va ils pas se reconduisent. mentir, c'était le cas avant et ça c'est vraiment Jean-Florian a insisté pour qu'on arrête ça et qu'on travaille mieux. Moi je trouve que c'est rassurant aussi pour les nouveaux qui arrivent et ça améliore leur onboarding. Du coup ils sont plus vite aussi productifs. Je pense qu'on pense assez rarement à la santé, on va dire mentale de la personne qui arrive. C'est beaucoup de stress une période d'essai, c'est beaucoup de stress. Des fois tu as Ouais, quitté un job pour venir, c'est long. 4 mois reconductibles, c'est super long. Et du ouais. coup, en fait, notre but, c'est pour que ça marche mieux, bah, c'est de les rassurer et de leur donner tout ce cadre qui va leur permettre d'être bien intégrés chez Boone.
Ouais, on va parler tout à l'heure de communication et de santé mentale. On verra le sujet un petit peu tout à l'heure. Mais j'avais une question sur les outils. Parce que donc on en parlait dans l'épisode qu'on avait fait sur la culture, où vous aviez plein de petites choses, etc., que vous avez mis en place, enfin même beaucoup de choses que vous avez mis en place. Est-ce qu'il y a une formation aussi, parce que tu parles beaucoup de la formation aux produits, Ouais. est-ce que vous avez aussi une formation sur les outils que vous utilisez? Est-ce que tu peux peut-être aussi décrire, en fonction des différents rituels et différentes choses, si vous utilisez des outils particuliers? Ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent de savoir, tu vois, avec quoi mettre en place tel ou tel truc. Honnêtement, il y a une formation sur les outils qu'on utilise, surtout du côté tech. Moi, je la fais. Ça fait partie aussi de cet onboarding technique sur la première semaine et deuxième semaine. Dire comment on utilise Jira, Confluence, enfin tous les outils qu'on va utiliser techniques au quotidien. Ok. On a même eu des ateliers sur PHP Storm parce que on s'est rendu compte que beaucoup ne savaient pas utiliser toutes les méthodes de recherche et tout. C'est un outil qui est incroyablement complet. Du coup, on a un de nos salariés qui est assez bon et qui nous a fait un atelier un mercredi que j'ai filmé et du coup que j'ai remis dans Confluence, donc qui est consultable par tous les nouveaux qui arrivent. Donc ça fait partie aussi de la compréhension des outils tech. Ce que j'ai demandé aussi, c'est que chaque responsable de service a fait un atelier comme ça, ou va bientôt le faire, où il présente son service, il présente ses outils, mais il Ok. présente aussi, et ça j'y tenais, l'histoire de son service. C'est-à-dire que tous les échecs du service, les changements, enfin toute l'histoire, parce que je trouve que pour les nouveaux c'est ultra important, même si c'est pas ton service, de comprendre que le service de support N3 il fonctionne de telle façon, qu'ils ont eu tel problème et que c'est pour ça qu'on en est là, et qu'ils utilisent tels outils et comment ils les utilisent. Donc tout ça, ça fait aussi partie de cette formation d'onboarding tech. Après, sur tout ce qui est nos rituels, bah en vrai, on utilise très peu d'outils. Le rituel du boon goûter du mercredi, bah souvent ça part sur du Among Us. Il n'y a pas vraiment besoin d'outils, ou Ouais. alors ça peut être du Scribble.io ou du Gartic Phone. Donc les outils ils sont web en fait. Hein. Ça Ouais. va dépendre un peu des gens qui sont présents lors de ces petits moments de détente. Et après, pour ce qui est sport, parce qu'on tient aussi à la santé physique de tout le monde, donc c'est proposé en tout cas, Bund paye des profs de sport, donc de yoga et de fitness, pour venir faire ça sur des créneaux Zoom en fait. Ok. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant, cette histoire de documentation. En fait, ma question c'était est-ce que auquel je pensais pendant que tu parlais. De la même façon que vous avez un book un peu global, est-ce que vous avez aussi un book par service? On a une Euh, documentation sur Confluence par service et ok. j'y tiens Ouais. et ça fait partie aussi bah, quand j'ai moins d'onboarding, j'essaye de remplir ça et du coup j'essaye de faire beaucoup de vidéos. Alors on va trouver ça bête, mais je me suis rendu compte que la documentation écrite, on la lit de travers et on va chercher que quand on en a besoin. Alors qu'en fait, tous les petits ateliers comme ça que je fais le mercredi, que j'enregistre et que je remets, ou parfois je les fais moi-même hein, devant ma caméra, je m'enregistre tout seul et je fais un petit atelier tech. En fait, on se rend compte que les gens vont le mettre sur le deuxième écran pendant qu'ils bossent, mais du coup, ils vont l'écouter, ils vont le regarder, Ok. et c'est vachement plus suivi. Alors, ça demande plus de travail, surtout dans la mise à jour de ces fameux documents. Ouais. Mais ouais, j'aime bien avoir un maximum de docs pour les nouveaux sur les différents services. Ça leur permet de mieux comprendre notre fonctionnement. Ah, ça c'est intéressant. Le support vidéo qui est plus efficace que le support texte. Ok. À noter. On a Euh, même envie de faire des petits jeux, genre quiz ou choses comme ça. Je ouais. travaille notamment avec notre responsable sécu en ce moment sur comment rendre la sécurité plus sympa pour tout le monde et plus attractif, parce qu'on sait que c'est un sujet parfois un peu compliqué dans les équipes tech. Donc on essaye de trouver des petits outils un peu fun. On sait qu'on a des grands enfants chez Boond et qu'avoir un petit peu des petits jeux comme Des ça, petits jeux. ça Ouais. peut les stimuler. C'est quand même vachement intéressant en fait. En t'écoutant parler, je me dis que, tu sais, en ce moment, il y a quand même beaucoup, beaucoup de buzz autour du retour au bureau, que le Ouais. télétravail, ça fonctionne pas, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que juste la plupart des boîtes qui font, on parle d'onboarding aujourd'hui, mais même du management en général, en fait, ils font quelque chose de très bas niveau, très Hmm. très basique, voire pas bon. Et en fait, ils compensent ça par le fait qu'ils sont sur place tout le temps et que du coup, ça fonctionne ou pas d'ailleurs, mais ça fonctionne presque. Alors que du coup, comme vous êtes en remote, en fait, vous n'avez pas le choix. Vous êtes un peu obligé de faire les choses proprement pour que ça marche. Et c'est cool de voir que ce que Il vous faut mettez s'en en place, donner les etc., moyens. quoi.
Il faut s'en donner les moyens. J'ai parlé avec beaucoup de gens récemment qui me posent des questions justement sur cet onboarding ou sur notre façon de fonctionner, mais je n'ai pas trouvé une seule autre société où on a dédié quelqu'un à ça. C'est-à-dire que moi, mon service, il est dédié à onboarder, dédié à la formation, la montée en compétences aussi des gens qui sont actuellement dans la boîte quand il y a moins d'onboarding, mais je suis dédié à ça. Et en fait, Bound a décidé ça. Et tu parlais du télétravail, je pense que le télétravail, pour qu'il soit réussi, il faut s'y investir vraiment, il faut mettre en place des choses, il faut être dans cette culture. On peut pas le faire à moitié. Je pense qu'effectivement, à moitié, il faut mieux l'arrêter. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de la documentation sur comment fonctionnent les autres services pour essayer d'avoir une transparence à l'intérieur de l'entreprise pour que les gens de la tech ils sachent comment fonctionne le support, comment fonctionne le commercial, etc., etc. En fait, ça c'est clairement quelque chose qui est très rarement fait. Moi, j'ai pareil. Encore une fois, j'ai pas une grosse expérience de salarié, mais à chaque fois, dans toutes les boîtes où j'ai été, il y a toujours eu une espèce de guerre. Soit c'était une guerre, soit c'était juste des gens complètement qui savaient pas du tout comment bosser les autres et qui du coup partaient du postulat qu'ils bossaient pas d'ailleurs souvent, en disant ouais de toute façon les commerciaux ils font rien, de toute façon le support ils sont tout le temps à la ramasse, etc., etc. En fait c'est juste que ce travail là de transparence et de vie ma vie notamment aussi qui est hyper intéressant, le concept de vie ma vie était juste jamais fait en fait, et que souvent juste aller voir les gens, leur parler, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, ça aide et ça résout beaucoup des conflits quoi. Ouais, et puis les nouveaux, surtout les techs, ils se posent plein de questions, ils se disent mais pourquoi ils fonctionnent comme ça? Je comprends pas. Mais en fait, il y a tout un historique, et c'est pour ça que j'insiste sur les responsables de service pour parler de l'histoire de leur service, parce que je pense que ça permet de mieux comprendre pourquoi on en est là, les difficultés qu'on a eues. Il faut pas avoir peur de parler de ses échecs. Je pense que ça c'est un conseil de vie, mais parler de ses échecs c'est important. Et je pense que pour un service, pour une boîte, parler de ses échecs et les moments de douleur c'est important aussi, parce que ça permet de mieux comprendre comment la boîte a évolué, et ça la rend un peu plus humaine aussi, et un peu plus vraie. Justement, en fait, j'allais te poser la question, j'étais en train de me dire est-ce que je lui pose maintenant ou est-ce que je lui pose plutôt à la fin du podcast, mais du coup on va y aller tout de suite. Tu disais tout à l'heure que vous aviez eu des échecs sur le recrutement et sur l'onboarding justement. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que qu'est-ce qui a pas fonctionné? Pourquoi est-ce que tu vois? Est-ce que c'était en amont le mauvais recrutement? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Alors, il y a deux types d'échecs différents. Déjà, il y a des échecs de recrutement qui peuvent encore arriver, mais qui sont quand même beaucoup moins possible, toute de la partie entreprise, c'est-à-dire comprendre comment elle fonctionne, rentrer dans cette culture, rentrer dans les séminaires, rentrer sur cette boîte où il y a autant de canaux Slack qui vont parler de la vie de tous les jours que du travail, parce que les gens partagent beaucoup. Enfin, on est une bande de potes, et arriver dans une bande de potes, c'est pas facile pour tout le monde. Et puis il y a eu un échec au niveau de l'infra où je me suis dit mais cette personne elle a été recrutée, elle est partie et je la connais pas. Et ça m'a frustré un peu parce que moi, je suis chez Boon, je connais tout le monde. C'est vrai que je rencontre tout le monde en amont, je parle avec tout le monde, et je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, c'est là qu'on a parlé du parrainage. En fait, on a eu un atelier en séminaire où on a dit proposer des choses qui pourraient améliorer l'entreprise. Et avec JH, on a eu l'idée de ce parrainage et on s'est mis là-dedans. Et on s'y est mis à fond, où on a travaillé sur tout une espèce de cahier des charges du bon parrain pour dire qu'est-ce que tu dois faire pour que ça se passe bien, pour que la personne comprenne comment on fonctionne. Et aussi, ce parrain, il va être un peu un relais pour le manager pour dire attention, j'ai l'impression qu'elle se sent peut-être pas bien, ou elle se sent bien, ou alors il faut la rassurer sur tel ou tel point. Et ça peut être parfois rassurer sur un point technique, c'est-à-dire que quelqu'un qui comprend pas, il va avoir plus de facilité à en parler à son parrain qu'aller en parler directement au manager parce qu'il va pas savoir comment l'amener ou quoi. Et c'est là que le parrain il est super important. Donc on a eu des échecs, je pense, sur la culture d'entreprise de recrutement qu'on a beaucoup moins parce que maintenant le processus de recrutement est vraiment bien fait. Et puis il y a ce côté parrainage. Et puis après tu as les erreurs de recrutement technique aussi. Ouais. Parce que il n'y avait pas d'onboarding, c'est que la personne arrivait direct dans son équipe, elle partait direct sur une feature qui était souvent en retard, voire un petit échec. Et du coup, moi je pense que mettre un dev en échec dès son premier dev, c'est pas la bonne façon de le former et de le mettre en confiance et d'avoir une future étoile dans ta boîte plus tard. Donc on a travaillé là-dessus et on s'est dit, écoutez, on va prendre du temps. Oui, le temps, c'est effectivement de l'argent, mais au final, je pense que ça a largement rentabilisé sur la durée. Et aujourd'hui, ça fait plus d'un an. Enfin, mon service a été créé en janvier l'année dernière, donc ça va faire un an en janvier là que le service d'onboarding tech existe. Et on a détecté une personne qui n'est pas restée malheureusement parce que ça fonctionnait pas techniquement, et tous les autres ont été bien mieux intégrés et ont été productifs plus vite. Et en discutant avec les responsables de chaque service,
ils sont très contents de ça parce que c'est plus facile pour eux. On les met plus en situation d'échec parce que le fameux jeu technique qui leur permet de développer, c'est forcément une réussite puisque c'est pas en prod et que c'est entre nous et qu'on est en train d'apprendre. Donc on les met pas en situation d'échec, quoi. Et ça, c'est important, je pense. Ok, sur les techs, enfin peut-être même pas que sur les techs d'ailleurs, mais est-ce que tu as validé en amont que pendant le recrutement en gros que le niveau technique était bien là, ou est-ce que tu valides après? Comment est-ce que Alors, c'est pas moi qui vais valider le niveau technique. Ça, c'est le responsable du service en question qui va Ok, avoir un entretien technique, un petit exercice tech à faire pour la personne, puis ils vont reparler de ça après et tout. Moi, je vais arriver en dernière phase, c'est-à-dire en même temps que mon manager, on va avoir que le responsable de la partie tech, on va voir la personne et moi, je vais plutôt donner un avis sur la personne d'un point de vue intégration humain. ok, ok, ok. C'est hyper intéressant tout ça. On parlait tout à l'heure de communication et de santé mentale, et je pense que ça relève. Enfin, tu vois, on est sur quelque chose qui touche un peu à ça, quoi. Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu te débrouilles pour que des gens qui n'ont pas forcément travaillé en remote, d'ailleurs on en reparlera ensuite, ou même des gens qui ont l'habitude, réussissent à bien communiquer avec les gens, ne se sentent pas trop isolés, tu vois, utilisent des moyens de communication ou des interlocuteurs qui soient efficaces et qui soient appropriés aussi. Parce que moi je suis complètement d'accord avec toi, il y a rien de pire que d'arriver dans une boîte où tu connais personne, t'as la pression parce que t'es en période d'essai, on te met sur un truc trop dur en tant que dev, ou un truc trop long, ou un truc où t'es trop tout seul, et en fait, bah, tu galères parce que t'y arrives pas, et du coup, tu te dévalorises en te disant, mais en fait, je suis nul, je suis mauvais, etc., etc. Et du coup, assez vite, ça peut devenir un enfer, surtout quand t'es tout seul chez toi, à bosser. Euh, Est-ce que vous avez des espèces de mécanismes à part le parrain, on va dire, de parrainage, ou pas forcément à part le parrain, mais comment est-ce que le parrain il est formé, ou comment est-ce qu'il se débrouille pour toi essayer de détecter ce truc-là, pas laisser quelqu'un tout seul. Enfin, il y a un vrai question, il y a quand même une vraie question quand t'es en remote, euh, voilà de pas être mal dans ta peau, parce que ça peut vite devenir un enfer sinon. Hmm. Bah, comme tu disais, il faut éviter de les mettre en échec déjà. Donc ça, on va éviter grâce à l'onboarding technique. Après, même s'ils sont plus sur de l'onboarding, ils font tous les calls avec leur service, c'est-à-dire tous les daily, les petits moments café avec leur service, Ouais. le weekly du lundi matin, où on parle de son week-end, on fait on brise un peu la glace là, on se met bien et après on parle un peu boulot de la semaine. Donc ils sont intégrés directement à leurs équipes. Ils sont pas à part dès le début, ils sont vraiment dans tous les petits rituels de l'équipe en question. Et Ok. puis après, bah, effectivement, c'est une grosse partie du boulot du parrain de lui expliquer que les canaux sont importants, qu'il faut pas qu'il existe à communiquer. Puis si la personne sait pas trop à qui parler, bah, le parrain va l'orienter vers la bonne personne. Et puis moi, je jette un œil quand même. C'est-à-dire que j'essaye Ok. de voir. J'organise aussi un petit truc qu'on n'a pas parlé, c'est que au bout d'1 ou 2 mois que la personne est dans la boîte, et du coup on a eu plusieurs recrutements, peu importe les équipes, et on fait un petit jeu où je fais un espèce de QCM. Je demande aux nouveaux de me donner des photos d'eux enfants et je leur demande de me donner des anecdotes. Et Ok. je note l'anecdote et je dis d'après vous lequel de nous nouveaux euh, Ouais. est cette anecdote, ou qui est sur cette photo, ou à quelle rangée se trouve machin sur cette photo de classe. Et en fait, ça permet d'avoir un petit rituel comme ça aussi où les gens apprennent à se connaître, qui fonctionne très bien. J'en ferai un nouveau bientôt d'ailleurs, parce que ça marche bien. Mais surtout, sur toute cette Ok. com, en fait, ils s'en rendent compte aussi très vite. On a un Slack qui est extrêmement actif où les gens communiquent beaucoup. On a la Boon Radio aussi qui parle de l'actualité des gens. On Ouais. a vraiment plein de petits rituels comme ça où tu te dis bah c'est fait. Et à la fois, par contre, j'insiste auprès des nouveaux pour leur dire attention, c'est pas obligatoire. T'es pas obligé de parler de ta vie perso si t'en as pas envie. T'es pas obligé de voilà, lis, profite. On a plein de canaux. On a des canaux bricolage, on a des canaux animaux, enfin on a des canaux sur tout, tu trouveras Ok. forcément un truc qui t'intéresse, mais t'es obligé à rien. Voilà, c'est important que la personne se sente pas obligée de rentrer. On a des gens qui communiquent énormément. Moi, j'en fais partie. C'est vrai que je communique beaucoup sur moi, sur ce que je fais, parce que j'aime bien, c'est dans ma nature, mais c'est surtout pas obligé. Par contre, le parrain est là pour vérifier que tout va bien et que la personne se sente pas isolée. Est-ce que le parrain il a des canaux privilégiés de communication, genre toutes les semaines, avec son parrainé? Est-ce que c'est Euh, ritualisé, je veux dire? Non, c'est lui qui l'organise comme il le souhaite. Alors ça va dépendre un peu des parrains et puis surtout des filleuls, s'ils ont aussi le besoin.
Comme je disais, il y a des filleuls, ils sont là depuis 3 jours, t'as l'impression qu'ils sont là depuis 6 mois dans la boîte parce qu'ils s'intègrent ultra facilement. Donc là, forcément, la dispo diminue. Et puis il y en a d'autres où c'est un peu plus long. Puis franchement, il y a des coups de cœur entre parrain et filleul, des vrais coups de cœur où ils s'appellent très très souvent, ils échangent beaucoup. Alors là, moi, ça me fait extrêmement plaisir, forcément, puisque je me dis tiens, j'ai bien trouvé et ça marche bien. Et du coup, ils font des calls réguliers. Mais ça, c'est chacun fait. Je leur demande juste d'en faire régulièrement les 2 premières semaines pour vérifier que tout va bien et de revenir vers moi ou vers le manager directement si vraiment il y a un souci. Mais en général, il n'y a pas de besoin, quoi. Ok. Une question aussi qui est, je pense, intéressante parce que c'est un débat sur ce podcast qui a été plusieurs fois. On a eu des pour et des contre. C'est est-ce qu'on peut recruter ou est-ce qu'il faut recruter des juniors en télétravail? Je me rappelle très bien de l'épisode 20, Olivier Binet qui disait que non, lui il recrutait que des seniors parce que les juniors c'était l'enfer à recruter et à former et à onboarder. Donc en gros, il recrutait quasiment que des gens qui avaient déjà fait du remote avant. Est-ce que c'est le cas chez vous? Alors c'est un débat en interne, c'est rigolo quand même quoi. Hein. Mais ouais. on a pris notre premier apprenti il y a 2 ans maintenant, puisqu'il finit son apprentissage en décembre. Donc junior, on ne peut pas mieux. Ouais. Et ça s'est bien passé. En fait, pourquoi ça s'est bien passé? Attention, c'est que je suis dédié à ça. Donc j'ai beaucoup de temps pour ça, pour bien m'en occuper, pour passer du temps, vérifier que tout va bien. Alors voilà, les juniors, nous, c'est possible. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que d'un point de vue tech, le niveau tech est quand même assez compliqué. Et pour eux, c'est difficile de leur trouver un travail adapté aujourd'hui dans la partie tech, en tout cas. Par contre, il y a des juniors qui peuvent être pris dans la partie formation. Je sais qu'il y en a eu, ou d'autres, et on y arrive. Ça demande plus de temps, c'est vrai. Il faut pas se mentir. On va pas dire que c'est facile. La personne a raison, c'est pas facile. Mais moi, j'ai justement ce temps qui m'est dédié pour m'en occuper correctement. Et moi, je serais même pour en prendre plus. Mais c'est un débat en interne en vrai. Donc, Ok, et au-delà des juniors, c'est-à-dire des gens qui sortent de l'école, est-ce que vous avez aussi des gens qui n'ont jamais bossé en remote avant et qui viennent bosser chez Boon pour le remote? Ouais, ça a dû arriver, ça arrive. C'est plus difficile pour eux peut-être d'être recrutés, je dis pas, je sais pas si Jean-Florian privilégie quand même pas ceux qui ont un minimum d'expérience en télétravail, mais en vrai, c'est pas vraiment un souci. Ce qu'on va s'assurer, c'est que la personne elle ait une pièce consacrée, qu'elle ait une bonne connexion internet, que elle soit consciente et ça, moi, j'insiste dessus, et Jean-Florian aussi, je le sais, sur le fait que la personne elle ait des passions et des activités en dehors du travail. C'est-à-dire qu'on va bizarrement, c'est vrai qu'on est dans un univers, j'allais dire, de barbus, de gens qui ouvrent pas trop leurs volets parfois, mais je pense que c'est important en télétravail d'avoir des gens qui ont une vraie vie à côté de leur travail, parce que sinon ça risque d'être dur pour eux en fait, le full remote. Donc ça fait partie de nos recrutements de se renseigner que la personne elle est voilà, elle a des activités, des passions, des choses qu'elle va faire en dehors, qui vont lui permettre aussi de s'échapper de son bureau en fait, tout simplement. Du coup, tiens, question aussi intéressante et qui regroupe un peu l'onboarding. D'un point de vue matériel, tu disais que vous assuriez que les gens aient une bonne connexion et un bureau. Comment est-ce que vous gérez tout ce qui est l'aspect matos? On fournit tout. On fournit le casque, le Mac. Alors, c'est pas les mêmes Macs selon les services et selon ce que tu en fais, mais tout le monde a un Mac, tout le monde a 2 écrans qui sont d'ailleurs assez incroyables. Tout ce qui est dongle, enfin, on fournit tout. Enfin, la personne elle reçoit tout chez elle et c'est tout nickel pour travailler. Alors, par contre, on demande en plus, c'est plus facile pour nous parce que parfois le service, que ça soit sécurité ou le service infra, avait des questions. Oui, sur Linux ça marche pas, mais sur Mac, non. Là, c'est tout le monde a des Mac. On fonctionne tous de la même façon et ça fonctionne très très bien. Après, la personne elle reçoit ça 1 ou 2 semaines avant son embauche. Elle a tout le matériel, elle a plus qu'à tout configurer nickel. Pour la partie tech, moi je prends 2-3 heures à leur arrivée la première semaine pour configurer tout ce qui est outils tech, pour leur donner leur licence PHP Storm pour qu'ils soient tout nickel et tout est fourni. Ok, intéressant. Et est-ce que vous avez aussi, si d'aventure, par exemple, quelqu'un, c'est mon cas, par exemple, tu vois, là, dans cette maison-là, j'ai pas de bureau. Du coup, je vais bosser en coworking. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en charge aussi?
Ouais, bien sûr. C'est le coworking est pris en charge. Alors après, je pense que ça dépend aussi des services. Il y en a qui sont full pris en charge. Il y en a, c'est tant de jours par semaine. Je Ok. dirais pas plus parce que j'ai peur de dire des grosses bêtises. Mais oui, il y a une prise en charge du coworking. Parce qu'aussi, il y en a qui en ont besoin. C'est-à-dire de se mettre Ouais. une journée par semaine, voilà, de partir. Alors là où je vis aujourd'hui à Toulon, c'est plus possible pour moi. Mais quand j'étais à Brest, on le faisait aussi entre Brestois. On se faisait une journée comme ça, Ok. à plusieurs, à se faire une journée de cowork dans un espace de coworking. Ouais, c'est vraiment sympa. Ça permet de faire du télétravail, pas forcément tout le temps chez soi. Enfin, moi, Mm. je sais que je suis assez fan de coworking. On l'a même fait chez moi, comme ça on avait la PS4 à midi. Bah écoute, ça marche. Est-ce que tu vois des choses qu'on aurait oubliées pendant cet épisode de parler? Je crois pas. Non, je sais pas. En tout cas, voilà, moi ce que je devrais dire, j'aimerais dire, c'est prenez le temps de bien onboarder. Je pense que nous on s'est rendu compte qu'on a gagné du temps et de l'argent au final à bien onboarder les gens. Et du coup, est-ce que t'aurais 3 conseils, 3 astuces, 3 trucs sur lesquels vous avez bloqué, ou peut-être même des outils, peu importe, des choses que vous avez mis en place et qui ont vraiment débloqué des sujets chez vous, ou des conseils un peu plus généralistes sur comment faire pour mettre en place un onboarding quand on a une boîte remote? Bah, le premier, je pense que c'est le plus important, c'est faites en sorte de ne pas mettre en situation d'échec les nouveaux en les mettant justement en situation de victoire. Trouver une solution. Nous, on a trouvé une solution, je le dis, en faisant ces petits devs internes et Ouais. ces petites featurettes qui, en plus, envoient un max de love de toute la boîte parce que ça fait plaisir à des gens à l'intérieur de la boîte. Donc, c'est juste parfait pour la personne, pour la mettre en confiance et pendant sa montée en compétence. Donc, moi, vraiment, j'insiste là-dessus. J'insiste aussi sur le fait, et ça, encore une fois, c'est peut-être mon côté un peu préparateur mental, mais donner des objectifs qui soient atteignables, qui peuvent Ouais. être un peu difficiles. Faut pas que ça soit trop facile, sinon c'est pas motivant, mais difficile et atteignable. Il n'y a pas mieux pour motiver quelqu'un. À moyen, à long terme, à court terme, il faut un peu de tout pour vraiment que ça motive la personne. Mais je pense que c'est super important pour que la personne, elle se dise tout de suite, waouh, cool, je sais ce que je dois faire et je vais y arriver. Et au moins c'est clair dans sa tête. Donc ça, moi, je pense que c'est super important. Et puis le dernier conseil, ça serait penser au parrainage d'un point de vue entreprise et pas d'un point de vue technique. Tous Ok. ceux avec qui j'en ai parlé, c'est tout le temps des mentors techniques et on parle jamais de culture d'entreprise. Et Ouais. si votre entreprise elle a une culture, bah, faites en sorte que la personne soit onboardée aussi sur la culture d'entreprise. Ok, hyper intéressant. Est-ce que vous partagez des choses sur le sujet, sur par exemple votre blog ou etc. Est-ce qu'il y a des morceaux de votre documentation interne qui sont publics, des process que vous publiez, ce genre de choses? Alors il y a des articles sur le blog, pas trop encore sur ce sujet-là, mais ça devrait arriver. Je pense que Ok, Lucie a travaillé déjà sur des choses de ce côté-là. Après, on a aussi le podcast Boon Family, qui est un podcast, on en avait parlé la dernière fois, mais où on présente chaque salarié. Enfin, en fait, c'est une interview entre moi et un des salariés. On va parler de sa vie perso et aussi de son métier et du ouais, fonctionnement de son service, du fonctionnement de son métier. Ça marche très très bien. Alors, c'est surtout écouté par nos futurs recrues ou les gens qui postulent parce que ça leur permet d'en savoir plus sur la boîte, mais ça fait partie des choses qu'on partage. Et puis ok. moi, je réponds à tous les messages que je reçois aussi, donc il n'y a aucun souci. Ben, je mettrai ton LinkedIn et le lien vers le blog et le podcast dans la description du podcast. Comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés pour aller plus loin, ils pourront aller voir ou te contacter directement sur LinkedIn. Avec grand plaisir. Eh ben écoute, merci beaucoup Thomas pour ce deuxième passage en Génération Remote. À chaque fois, c'est un plaisir de te recevoir et puis à chaque fois, je suis bluffé par ce que vous faites chez Boon Manager. C'est vraiment top. Il y a peu d'entreprises comme ça en France, donc gros big up. On en est très très fiers. Merci beaucoup de m'avoir invité. Franchement, c'est toujours un chouette moment. Et puis moi, j'adore ce podcast, donc je suis très heureux d'être là. Merci à toi. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris quelque chose, allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et laissez-moi un petit commentaire pour m'encourager, c'est ce qui m'aide le plus. Enfin, si vous cherchez à recruter en full remote, allez sur remotefr.com, c'est la seule marketplace spécialisée dans les jobs 100% en télétravail. À dans 15 jours pour le prochain épisode.